je profite de cette superbe occasion pour vous présenter un sujet que j'aime beaucoup, c'est-à-dire les étoiles, et surtout l'astrophysique, mélangée à la mécanique quantique et tout ce qui va avec. Donc aujourd'hui, je m'intéresse à la vie des étoiles parce que les étoiles, c'est des astres qu'on observe un peu partout. Il y en a un qui nous éclaire quand même tous les jours. Quand on observe le ciel, on en voit beaucoup. Mais finalement, on ne sait pas pourquoi, ou on ne sait pas spécialement pourquoi elles sont là, quelles sont les différences et pourquoi il y a des différences entre les étoiles. Donc c'est ce que je voudrais vous présenter aujourd'hui. Et bien évidemment, les étoiles, elles meurent aussi d'une certaine façon, et c'est ce que je vais vous présenter ce soir. Donc, on va commencer tout d'abord par le début, c'est-à-dire l'origine de l'univers, donc le Big Bang. Donc la flèche du temps, elle va de gauche à droite. Tout au début, on peut constater que l'univers est très dense, très chaud, donc il y a beaucoup de particules qui se sont créées, des quarks, des électrons, des positons, on a des antiparticules, puis au fur et à mesure du temps, on a l'univers qui a grandi, la pression et donc la température ont diminué, les particules les plus massives ont disparu, et donc on est resté avec électrons et quarks, car les antiparticules ont aussi disparu à cause d'une brisure de symétrique. Ces particules qui sont restées ont formé des atomes d'hydrogène, l'élément le plus léger dans l'univers. Et ces atomes d'hydrogène ont formé une nébuleuse qui s'est elle-même condensée en petits amas qui eux-mêmes ont fusionné entre eux pour former des agglomérats. Et ces agglomérats ont grossi à force de prendre de la matière et ils ont formé des étoiles. Alors comment on passe d'un agglomérat à une étoile qui produit de la lumière, de l'énergie? Eh bien c'est ce qu'on va voir maintenant. C'est une histoire de force. Donc on peut retrouver à gauche la nébuleuse qui a permis aux étoiles de s'agglutiner, enfin de la matière de s'agglutiner. Mais entre la nébuleuse et ce que on appelle la proto-étoile, il se passe quelque chose. En fait, la pression gravitationnelle est de plus en plus élevée au centre de cet amas. Et donc les atomes vont fusionner entre eux parce que beaucoup d'énergie, l'énergie est accumulée et donc il y a de la fusion. À partir de là, on a le début de la réaction thermonucléaire qui va créer une force de répulsion qui va contrer cette attraction gravitationnelle. Et par la suite, donc dans la préséquence principale, on voit que l'étoile grossit et rétrécit périodiquement. Et donc ces forces, en fait, c'est le moment où les forces s'équilibrent. Pardon, excusez-moi. Jusqu'à arriver à un équilibre, l'équilibre hydrostatique, qui forme, on va dire, l'étoile. Et à partir de ce moment-là, l'étoile passe dans la séquence principale, donc la vie de l'étoile, autrement dit. Alors, il existe plusieurs types d'étoiles. Ces étoiles se forment de différentes manières, et donc on peut retrouver des étoiles bleues, rouges, jaunes, en fonction de la masse. Comment ça se forme? Tout simplement, on a une accumulation des atomes d'hydrogène en un point. Il y en a plus ou moins, ça dépend de la densité de la nébuleuse, ça dépend de pas mal de paramètres, et ça nous crée différents amas qui vont prendre de la masse au fur et à mesure du temps et créer différents types d'étoiles. Mais bien évidemment, quand il y a une réaction thermonucléaire, elle ne peut pas être la même en fonction de la pression gravitationnelle qui est exercée dessus. Et donc, il va y avoir plusieurs types de réactions thermonucléaires pour donner ces différents types d'étoiles qui peuvent être rouges, jaunes, bleues, etc. La première, c'est la chaîne proton-proton. C'est la plus petite réaction thermonucléaire, enfin la plus faible réaction thermonucléaire qu'on peut retrouver dans l'univers. Il en existe 3. On les retrouve à des températures du noyau entre 10 millions de degrés Kelvin et 20 millions de degrés Kelvin. Alors ici, c'est écrit 14 parce que c'est la première. Il y en a deux autres, qui permettent aux étoiles de vivre. Donc c'est de la fusion des éléments. Cette fusion va générer de l'énergie, d'où la célèbre formule E égale MC2, qui est très bien appliquée ici. La deuxième réaction thermonucléaire, c'est le cycle carbone, azote, oxygène. Ce cycle-là, il nous demande d'utiliser des éléments bien plus lourds, et ces éléments bien plus lourds en fait vont en fusionnant générer beaucoup plus d'énergie. Donc
cette réaction thermonucléaire va être très présente dans les étoiles de forte masse. Si on a un carbone au début, c'est que pour diverses raisons, il y a des carbones qui ont été créés avant l'apparition de cette chaîne, via soit la chaîne proton-proton ou d'autres façons dont je ne parlerai pas ici. Le cycle carbone, azote, oxygène est présent au-dessus des températures de 20 millions de degrés Kelvin, et on existe trois autres que je passerai sous silence aussi ici. Et enfin, on a une troisième réaction un peu particulière qui se fait au-dessus, qui est 100 millions de degrés Kelvin. Alors vous m'excuserez, j'ai oublié le million au-dessus. Alors elle est un peu particulière, ce qu'on appelle la triple alpha, parce qu'elle utilise trois particules alpha, trois atomes d'hélium, pardon. Et elle est présente uniquement à cette température-là, car l'atome de béryllium 8 est un petit peu plus stable dans le temps à cette température, donc ce qui permet la fusion avec une particule alpha. Pour ces réactions thermonucléaires, à titre d'exemple, le Soleil utilise à 99% la chaîne proton-proton qu'on a vu en premier et à 1% le cycle azote-carbone-oxygène. Toutes ces réactions thermonucléaires, elles nous permettent du coup de voir, elles permettent aux étoiles de vivre différemment et d'émettre de l'énergie différemment. Et tout est proportionnel. Donc en fonction de la masse, qui va de droite à gauche pour vous, eh bien, on peut retrouver des longueurs d'onde qui rétrécissent évidemment, car plus l'énergie est élevée, plus la longueur d'onde est petite. Donc on a des spectres des étoiles, j'ai pris en exemple trois types d'étoiles très très larges, où on a la naine rouge, l'étoile jaune et la géante bleue. Si elles émettent dans ces couleurs-là, c'est que leur pic en fait se situe aux longueurs d'onde respectives associées aux ondes. Et ce qu'on peut voir aussi, c'est sur l'axe vertical, on a aussi la quantité d'énergie qui est dégagée. Donc bien évidemment, les plus grosses dégagent plus d'énergie que les plus petites. Pour ce faire, les étoiles, elles consomment le carburant. Et à l'instar des particules, eh bien, c'est les plus massives qui vont disparaître en premier. Et ça se fait durant la séquence principale. Vous avez parlé tout à l'heure, donc c'est la vie de l'étoile. Et donc, les grosses étoiles vont disparaître plus vite que les petites, tout simplement parce qu'elles consomment beaucoup plus de carburant que les moins massives. Donc on peut voir que les géantes bleues meurent aux alentours de 100 millions d'années. Les étoiles comme la nôtre meurent au bout de 10 milliards d'années. Et les naines rouges, elles vivent très très longtemps, aussi longtemps que l'âge de l'univers. Il y a des observations de naines rouges qui ont été observées, enfin des naines rouges primordiales qui datent du début de l'univers. Pour vous donner un ordre d'idée sur le million et le milliard, 1 million de secondes, c'est à peu près 3 jours. 1 milliard de secondes, c'est 30 ans. Pour vous donner un ordre d'idée de la différence de durée qu'on peut avoir. Et enfin, une fois qu'elles sont consommées, eh bien, elles vont mourir. C'est ce qu'on peut voir ici. Alors, comment on évalue ce schéma? On est à la fin de la séquence principale et on n'a plus de carburant dans l'étoile. Donc, elle va s'effondrer. La force gravitationnelle va être plus forte que la force de répulsion. Elle va s'effondrer, et les couches extérieures de l'étoile vont rebondir sur le noyau et s'éjecter. C'est ce qu'on voit de gauche à droite. Et ça donne naissance aux nébuleuses, à tout ce qu'on peut voir en fait au télescope, tout ce qui est assez sympa à regarder. Et à un moment, on a un nouvel équilibre statique qu'on va voir juste après, qui va en fait empêcher l'étoile, alors sous certaines conditions, de s'effondrer un peu plus. Mais d'abord, je vais juste vous montrer un peu à quoi ça ressemble au niveau de toutes les étoiles, enfin en tout cas la majorité. Quelle est leur évolution de leur naissance jusqu'à leur mort. Donc on voit qu'il y a plusieurs astres qui sont issus de la mort des étoiles, la naine brune, qu'on n'étudiera pas aujourd'hui, la naine blanche que je vais vous présenter, l'étoile à neutrons aussi, et le trou noir. On a différents types de supernovas que je ne passerai pas dessus. Mais voilà, on a plusieurs types d'étoiles issues de la mort d'astres issus de la mort des étoiles. Et donc,
On va regarder comment elles naissent et pourquoi. Donc tout d'abord la naine blanche. La naine blanche, c'est un astre qui fait à peu près 10 km de diamètre, donc grosso modo la taille de la Terre, pour une masse comprise entre 0,07 et 1,44 masses solaires. C'est à peu près en gros la masse du Soleil dans la Terre. Une forte densité, un fort champ magnétique et trois issues possibles, la naine noire, l'étoile à neutrons et le trou noir, en fonction de la masse qu'on a sur la naine blanche. Mais pour bien comprendre pourquoi on a 1,44 masse solaire maximum, il faut aller regarder au niveau des atomes. Alors, là on ne voit pas très bien, je suis désolé. Donc en fait, là, ce que j'ai voulu représenter, c'est les atomes, où au centre des trois ronds bleus, on a le noyau de l'atome, et les ronds bleus, c'est le cortège électronique des atomes. Et en fait, quand on regarde un peu à droite, on voit qu'ils sont beaucoup plus concentrés, et ça, c'est dû au principe d'exclusion de Pauli, qui fait que tous les fermions ne peuvent pas être au même endroit, au même moment, s'ils ont la même fonction de nombre. Ce qui fait que les atomes ne peuvent pas s'imbriquer les uns dans les autres. C'est physiquement pas possible. Et donc, cette impossibilité de superposition des particules crée une force de répulsion. Et c'est ce qui va permettre à la naine blanche, si elle se situe en dessous de 1,44 masse solaire, de résister à la pression gravitationnelle. Si jamais l'astre dépasse cette valeur, eh bien, on a un effondrement et on arrive sur l'étoile à neutrons. L'étoile à neutrons, c'est un astre d'une vingtaine de kilomètres de diamètre. Donc, à titre d'exemple, c'est d'ici à la Tour Eiffel. C'est pas beaucoup. Mais par contre, avec une masse comprise entre 1,44 masse solaire et 3,2 masse solaire. Ça peut faire un tour toutes les 30 secondes ou tous les millisecondes, ce qui est extrêmement rapide. Force magnétique, forte température et une vitesse de libération à sa surface en moyenne de la moitié de la vitesse de la lumière. Alors pourquoi on a 3,2 masses solaires au max? Donc, c'est ce que je vais essayer de vous expliquer ici. Là déjà, pour bien comprendre, on retrouve notre pression de dégénérescence qu'on a vu tout à l'heure avec les atomes qui ne peuvent pas aller plus loin que juste se coller. En fait, à partir de là, à ce moment-là plutôt, la matière principale c'est le fer. Et le fer a une propriété qui fait que d'une, elle ne peut pas fusionner, et de deux, les électrons de valence situés sur le fer sont très éloignés du noyau. Avec la pression, les électrons vont bouger énormément, et donc ils vont arriver au niveau des protons, des autres noyaux de fer, pour les transformer en neutrons. Donc plus on s'enfonce dans l'étoile à neutrons, moins on va trouver de fer, mais plus on va trouver de protons, parce que les neutrons sont dans les protons, on trouvera plus de neutrons pour moi. Et donc on va avoir, en fait, plus on s'enfonce, plus on aura une sorte de soupe de neutrons, d'où le nom étoile à neutrons. Et donc, pour avoir cette masse, solaire maximale de 3,2, et bien en fait, il faut étudier les neutrons. Et ces neutrons, en fait, la limite, elle est toute simple. Hein. Plus on donne d'énergie à une particule, plus elle va bouger vite. Et donc, la vitesse maximale admise par les constantes fondamentales, c'est la vitesse de la lumière qu'on voit ici. Donc, à partir de là, ça ne peut pas aller plus loin. Donc, ça a été calculé à 3,2 masses solaires, à peu près. Et si ça va plus loin, si ça dépasse les 3,2 masses solaires, et bien on atteint le trou noir. Le trou noir, donc un astre assez particulier. On connaît que trois choses dessus, sa masse, sa vitesse de rotation et son champ magnétique. On peut le repérer avec un horizon des événements, à partir duquel la vitesse de libération est égale à la vitesse de lumière. Et enfin une singularité assez hypothétique pour l'instant. Qu'on peut retrouver au centre du trou noir. Alors, qu'est-ce qu'on peut en conclure de tout ça? Eh bien, les étoiles, c'est le centre de l'évolution de la matière. C'est ce qui permet de transformer la matière primitive en matière qu'on connaît aujourd'hui, de faire tout le tableau périodique des éléments. C'est ce qui a permis à l'univers d'évoluer et d'évoluer et de créer par exemple des planètes,
différentes planètes, la vie aussi, parce qu'on a vu si le carbone, azote, oxygène, c'est ce qui permet la vie. Mais paradoxalement, les étoiles dépendent des interactions quantiques et de la gravitation, comme on l'a vu. Donc en fait, les étoiles dépendent de la matière en elle-même. Je fais de la vulgarisation scientifique sur Instagram, vous pouvez le voir ici. Je vous invite à aller le voir si vous voulez jeter un coup d'œil, ça me ferait plaisir. Et puis voilà. Est-ce que vous aurez des questions? Aucune? Oui. Parce qu'en fait, le champ magnétique, c'est une propriété conservée sur les astres, en fait. En fait, sur un astre, de base, il a un champ magnétique et qui s'effondre. Le champ magnétique, il va être conservé, quoi qu'il arrive. Et donc, par déduction, je ne peux pas rentrer dans les détails, mais le trou noir a aussi un champ magnétique résultant. Ça résulte d'une étoile qui en avait déjà un, donc par conclusion, il en a également. Sauf qu'il est compressé, donc beaucoup plus puissant. D'autres questions? Bon, très bien. Je voulais juste avant remercier. Merci à vous de m'avoir écouté. Je remercie tous ceux qui me regardent, à qui j'ai donné le lien Alcor. Je remercie Alcor pour m'avoir laissé présenter ça. C'est la première fois, donc ça me fait vraiment plaisir. Et puis, merci à vous.